Bonjour à tous et à toutes, je suis Rodrigue Bedin, journaliste sur AR1 et vice-président en charge de l'information. Jeudi, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé utiliser le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que cela signifie concrètement. Sur le papier, le 49.3 n'est rien de plus qu'un outil démocratique. Il est inscrit dans la Constitution et il dit ceci: le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. En clair, quand le Premier ministre décide de recourir à cet article 49.3, la discussion d'un texte de loi est suspendue. Il est considéré comme adopté sans vote de l'Assemblée nationale. Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l'usage du 49.3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session, sauf pour les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale. Avant cette révision de la Constitution, le gouvernement pouvait recourir à cet article autant de fois qu'il le voulait et sur n'importe quel texte. 16 premiers ministres y ont eu recours au moins une fois, y compris ces dernières années, comme Manuel Valls qui l'a utilisé 6 fois, ou encore Édouard Philippe une fois. Le record reste pour Michel Rocard qui l'a utilisé 28 fois en 3 ans, entre 1988 et 1991, quand certains premiers ministres n'y ont jamais eu recours, à l'image du dernier premier ministre, Jean Castex, qui n'a jamais utilisé cet article 49.3 durant son poste de premier ministre. En général, le gouvernement déclenche l'article 49.3 lorsqu'il n'est pas certain de recueillir une majorité de voix à l'Assemblée nationale. Alors pour que ce soit clair, on va prendre la composition de l'Assemblée actuelle. D'abord, du côté du camp présidentiel, il y a 3 partis représentés à l'Assemblée nationale. Renaissance, celui d'Emmanuel Macron, Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et le mouvement démocrate, Modem et apparenté, avec François Bayrou. Ces 3 partis réunis à l'Assemblée nationale forment le groupe Ensemble et composent 250 députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle compte 577 députés au total. À l'heure où on se parle, il y a 4 postes vacants, donc on va partir sur une base de 573 députés. La majorité des voix se fait comme pour une élection à la moitié plus une voix, donc ici à 287 voix. En bref, il aurait donc fallu 287 voix pour faire adopter la réforme des retraites. Maintenant, petite subtilité, si un député n'est pas présent ou s'il s'abstient, il n'est donc pas votant, il ne compte pas dans le résultat final. Par exemple, imaginons sur les 573 députés présents, 23 décident de s'abstenir, le nombre de votants est ramené à 550 et la majorité est donc abaissée à 276, la moitié, 275, plus une voix. Avec ces 250 députés, le président et le gouvernement n'avaient donc plus que 38 voix à trouver. Du côté du Rassemblement national pour Marine Le Pen et du côté de la NUPES, l'alliance voulue par Jean-Luc Mélenchon, aucun député n'aurait voté cette réforme, ce qui faisait déjà 237 voix contre assurées pour le gouvernement. L'exécutif a donc principalement dû chercher les voix chez les Républicains, le parti d'Éric Ciotti, composé de 61 députés. Beaucoup d'échanges ont eu lieu entre gouvernement et députés, et selon un échange entre un proche du président et Éric Ciotti, environ 30 députés LR avaient prévu de voter pour la réforme, 25 contre et 6 abstentions, une majorité de voix qui baisse, une augmentation de voix contre la réforme, d'autant que chez les groupes restants, le groupe Lyot et les non-inscrits, d'autres députés prévoyaient de voter contre. C'était donc un risque pour le gouvernement qui a donc préféré recourir au 49.3 et ne pas prendre le risque de voir son projet rejeté. Le 49.3 a été introduit dans la Constitution française en 1958 lors de la rédaction de la Ve République. L'objectif de cette disposition était de renforcer le pouvoir exécutif, celui du gouvernement, par rapport au pouvoir législatif, c'est-à-dire celui du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. La Ve République a été conçue pour résoudre les problèmes de l'instabilité gouvernementale et de la paralysie législative qui ont caractérisé les précédentes républiques françaises. Elle a donc instauré un régime présidentiel fort, avec un président élu au suffrage universel direct et qui dispose de pouvoirs importants. Et le recours au 49.3 s'inscrit dans cette logique en permettant au gouvernement de faire passer des réformes importantes sans être bloqué par l'opposition parlementaire. Cela renforce le pouvoir exécutif en lui donnant la possibilité de prendre des décisions
rapidement et efficacement sans être entravé par les blocages du Parlement. Toutefois, cette disposition est souvent critiquée, on le voit, par son impact sur la démocratie représentative, car elle a pu être perçue comme une manière de contourner le débat parlementaire et de faire passer des réformes sans prendre en compte les opinions et les préoccupations des députés et des citoyens. Elle peut être également considérée comme une violation du principe de la séparation des pouvoirs qui prévoit que le pouvoir législatif doit être indépendant du pouvoir exécutif. Le déclenchement du 49.3 ne signifie pas pour autant que le projet de loi sera adopté. La Constitution précise en effet que si le gouvernement engage sa responsabilité, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est adoptée par l'Assemblée nationale. Et si tous les députés qui souhaitaient voter contre le texte de réforme des retraites votent la même motion de censure, les chances de succès sont réelles. Pour être adoptée, une motion de censure doit l'être à la majorité des membres composant l'Assemblée, ici 287 voix. Et là, pas d'histoire de majorité abaissée en cas d'abstention, c'est 287 voix uniques pour être adoptée. Une motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés. Le vote a lieu dans les 48 heures qui suivent le dépôt. Pour cette motion de censure, elle aura lieu lundi après-midi et seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si elle est adoptée, la réforme est rejetée et le gouvernement tombe. Concernant Elisabeth Borne et son gouvernement, 2 motions de censure ont été déposées, une par le Rassemblement national et une par le groupe Lyot, un petit groupe de 20 députés. Et si la Première ministre a déjà déclenché 10 fois le 49.3, auquel des motions de censure ont répondu, aucune n'a jamais été votée à la majorité. Mais cette fois-ci, elle a des chances d'aboutir. On va faire un petit peu de calcul. Le Rassemblement national votera la motion de censure du groupe Lyot, 88 députés. L'ensemble de la NUPES, donc insoumis, communistes, écologistes et socialistes, voteront également cette motion de censure, 149 députés. Rien que ces 2 groupes valent déjà 237 députés, il en manque 50. Le groupe Lyot devrait voter cette motion de censure, d'autant plus qu'il est à l'origine de cette motion. 20 députés, on est à 257 députés. Les non-inscrits, ils sont 5 et plutôt opposés à la réforme des retraites, mais on ne va pas tous les compter, on va en compter 3, ça fait 260. Et enfin, chez les Républicains, le parti d'Éric Ciotti, le président Éric Ciotti a annoncé que son groupe ne voterait aucune motion de censure, mais certains ont décidé de ne pas écouter cet avis et au moins 7 députés LR ont annoncé qu'ils voteraient cette motion de censure. Au total, on est donc à 267 députés. Je rappelle qu'il en faut 287, donc il n'en manque que 20. Si chaque député de l'opposition vote comme bon lui semble, sans suivre les instructions de groupe, la motion de censure peut aboutir. Dans ce cas, le gouvernement tombe. Cela signifie que la Première ministre est alors contrainte de remettre au président de la République sa démission et celle de son gouvernement. Le chef de l'État peut alors renommer Elisabeth Borne comme Premier ministre, en nommer un autre de Premier ministre, ou alors, considérant qu'il va avoir des difficultés à faire passer ses prochains projets de loi, décider de dissoudre l'Assemblée nationale et ainsi provoquer de nouvelles élections législatives, renvoyant les députés devant leurs électeurs. Les conséquences, elles sont multiples. D'abord, on l'a dit, d'un point de vue politique, le vote d'une motion de censure qui renverserait le gouvernement en place. Pour les 10 utilisations précédentes par Elisabeth Borne, ça n'a eu aucun impact puisque les motions de censure ont été rejetées. Mais pour cette réforme, les conséquences sont surtout dans la rue. Manifestations et mobilisation sociale, notamment si le texte en question est controversé ou impopulaire. Et on peut dire que c'est le cas pour ce projet de loi. Depuis le 19 janvier, l'intersyndicale a appelé à 8 journées de grève et de manifestations avec un record de mobilisation à presque 1,3 million de personnes selon la police, 3,5 millions selon la CGT. C'était le mardi 7 mars. D'ailleurs, jeudi, immédiatement après l'annonce du 49.3 par la Première ministre, des manifestations spontanées se sont organisées place de la Concorde à Paris, juste en face de l'Assemblée nationale, ainsi que dans plusieurs villes de France. Nouvelle journée d'action prévue le 23 mars dans toute la France, si d'ici là le gouvernement n'est pas tombé, pour continuer de protester contre la réforme des retraites. Plusieurs syndicats d'éducation nationale appellent également à poursuivre la mobilisation, y compris par la grève des surveillants lors des épreuves de spécialité du baccalauréat entre lundi et mercredi.